Le monde change, le monde évolue, des nouvelles donnes sont visibles de par l'échiquier international, ce qui fait effectivement que les lignes bougent et surtout que les pions sont redistribués parmi ceux-là qui doivent véritablement impulser et surtout donner un certain ton pour le déroulement des choses mondialement connues. Il faut dire que depuis quelque temps, depuis même les années 1960, la France, l'Occident, de manière globale, avait mené la danse avec quelques incursions de ceux-là qu'on appelait communistes russes, qui eux aussi voulaient jouer la donne. Depuis quelque temps et depuis les années 90, avec la perestroïka et le chute du mur de Berlin et surtout cet effondrement du grand empire russe ou alors du grand URSS, le monde occidental a été le seul à mener le bal. Depuis une décennie, voire même deux, la Russie et certains rassemblés autour de ce qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, tentent de changer la donne, tentent aussi véritablement de donner une nouvelle impulsion à ce monde et surtout de changer même jusqu'au pion sur la table du monde. Seulement, de l'autre côté, en Occident, c'est la résistance et surtout qu'on sait qu'il y a des intérêts à protéger. Pour donc se faire et surtout rendre pratique cette nouvelle ordre mondial, ce nouveau monde, le président russe Vladimir Poutine a donc commis ou invité du côté donc de Saint-Pétersbourg des présidents africains pour échanger autour de la nouvelle coopération, de la nouvelle relation entre le Kremlin et ses chefs d'État africains. Ils étaient nombreux à répondre présents, dont le chef d'État du Cameroun, le président Paul Biya, lui qui s'est vu et qui s'est effectivement illustré par un discours fort évocateur, un discours où le chef de l'État Paul Biya a d'abord énoncé les difficultés de l'Afrique dans ses anciennes relations et surtout la position de l'Afrique au sein même de l'échiquier mondial, l'Afrique et qui n'a même pas un mot à dire alors que l'Afrique a 1 milliard d'habitants. Le président Paul Biya qui demandait donc au nom de toute cette Afrique à la Russie d'apporter cet effort et surtout de soutenir l'effort de l'Afrique pour véritablement se positionner. On va revenir ce soir, chers téléspectateurs de Dash News, sur cette rencontre au sommet du côté de Saint-Pétersbourg où, bien évidemment, on a vu les présidents africains venir poser la doléance et surtout demander le soutien du chef d'État russe et sinon de la Russie globalement pour aussi avoir un mot à dire sur le monde. Mais seulement, il faut qu'on s'interroge, est-ce que la Russie peut effectivement inspirer confiance? Allons-nous véritablement couper ce cordon ombilical qui l'unit depuis déjà des siècles avec ceux-là qui sont venus avec le développement, qui nous ont appris une certaine civilisation? Devons-nous aller les yeux fermés vers cet ange qu'on ne connaît pas trop alors qu'on sait déjà vivre avec les démons qui sont près de nous? C'est des interrogations qu'on va avoir ce soir, tout comme on va véritablement se poser la question, qu'est-ce que le Cameroun a gagné dans ce sommet Russie-Afrique? Juste après, on parlera toujours de l'Afrique, mais cette fois-ci avec les coups d'État militaires visibles dans l'Afrique de l'Ouest, particulièrement des coups d'État militaires aujourd'hui qui nous amènent à nous questionner sur la place même de la démocratie en Afrique. Est-ce qu'on devrait véritablement même plus parler de démocratie en Afrique? Est-ce que nous sommes même faits pour être démocrates, nous les Africains? Des interrogations qui vont donc fuser après ces différents coups d'État qui ont été donc menés par des militaires, principalement dans l'Afrique de l'Ouest. Chers téléspectateurs, voilà donc le décor planté. Je reviens dans quelques secondes vous présenter ceux qui seront face à vous. Ils sont donc là avec nous ce soir, hommes politiques, membres de la société civile et aussi journalistes. Ils nous font l'honneur d'être bien évidemment dans ce plateau pour échanger sur les différentes thématiques qui ont été présentées tout à l'heure. Je commence déjà par dire bonjour à un politique, Jacques Bisson du Parti camerounais. Je voulais dire bonsoir, Jacques Bisson du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir à nos fidèles et millions de téléspectateurs. Permettez-moi d'entrer de jeu, m'incliner devant la mémoire de ces 40 Camerounais qui ont perdu la vie du côté de Moby Guinness et insister sur le fait que je sors comme ça à midi à la levée de corps de l'un de mes promotionnaires qui a perdu justement la vie de ce côté-là.
et il a perdu la vie, lui, son épouse, son enfant et sa belle-sœur qui était dans le même appartement. C'était vraiment très douloureux d'assister à la levée de corps de ces 4 jeunes Camerounais. Et malheureusement pour nous, on s'approche de la famille, on constate que l'État de notre État, le Cameroun, n'a rien fait pour accompagner ces jeunes qui ont perdu la vie comme ça pour rien. Ce sont avec les moyens de bord, il fallait voir comment on a embarqué 4 cercueils sur le hall d'un véhicule pour quitter de littoral pour l'extrême nord. C'est une mesure vraiment, c'est un témoignage que je porte comme ça à l'endroit des Camerounais pour vraiment que nous tous ensemble, nous pensons à cet état de choses et que si quelque chose peut être fait afin que la mort ne soit pas autant banalisée. Vraiment, excusez-moi de prendre en otage votre plateau. Non, mais je pense même que ça peut aussi entrer dans l'actualité parce qu'il faut dire que depuis quelques jours, effectivement, on est dans cette lancée des différents obsèques de ceux-là qui ont perdu la vie du côté donc du 5e arrondissement de Douala. Déjà qu'on en a parlé la semaine dernière, on ne va pas peut-être refaire un débat, mais porter effectivement un regard et surtout dire condoléances à toutes les familles qui sont attristées. Merci à vous, Georges Bisson, d'avoir fait le déplacement ce soir. Juste en face de vous, nous avons André Christelle Fanga, journaliste et directeur de publication du journal La Dépêche. Bon, c'est 3 journaux parce qu'il y a aussi un magazine juste à côté. Et panafricaniste, pas à ses heures perdues, mais convaincu depuis plusieurs années. Bonsoir, André Christelle Fanga. Bonsoir, Monsieur Onambele. Merci pour l'invitation. Bonsoir à mon frère du parti politique PCRN, je crois. Exactement. Enchanté de partager le plateau avec vous. Bonsoir aux co-panélistes que vous allez présenter tout à l'heure. Merci pour cette invitation importante pour discuter des questions essentielles pour l'avenir de notre continent et surtout des États africains comme le nôtre, le Cameroun. L'autre a commencé par déplorer une situation catastrophique. Je voudrais aussi demander s'il y a encore des maires dans cette ville. Des maires, c'est-à-dire le maire de la ville premièrement et les mairies d'arrondissement. Parce qu'on est en train d'être asphyxié par les ordures. Isakam, on ne sait pas où se trouve Isakam, on ne sait pas où se trouve cette société qui a gagné le contrat de mettre les villes propres. En dehors des mairies de ville, on se pose la question où est le ministre de la ville et de l'urbanisation. On se pose la question mais où sont ces autorités-là qui gèrent la ville? Parce qu'aujourd'hui, on va déplorer les morts, mais on ne connaît pas, on ne va pas quantifier les morts de choléra, morts de paludisme, morts de plein d'autres infections à cause d'états d'immondices qui jonchent nos rues, nos villes, nos quartiers. Ce n'est pas seulement Douala, même Yaoundé, c'est grave. Merci pour l'interpellation. Juste le dernier, comme on dit souvent en anglais, de liste, c'est Raphaël Ndougou qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Raphaël Ndougou. Jean-Marie Onambele, bonsoir. Bonsoir aux co-panélistes, à votre équipe technique qui vous accompagne, aux millions de téléspectateurs de votre grande chaîne, le groupe Média Dash. Et rassurez-vous, la lignée que votre PDG a pris va bientôt être, on va dire, va payer bientôt. Parce que avec la Russie qui est là, face aux Africains, comme nous sommes face à vous ce soir, rassurez-vous que... Il semble avoir de certaines informations peut-être à partager avec nous, Raphaël Ndougou. Oui, rassurez-vous que lorsqu'on choisit d'être panafricaniste, on ne recule pas. Je sais pertinemment que ça va bientôt payer dans votre groupe de médias. Je voudrais tout simplement rassurer mon copanéliste du PCRN que malgré le fait que ces familles ont été justement éplorées en enlevant les corps de leurs familles, de leurs enfants, l'État va faire forcément quelque chose. Peut-être que pour l'instant, cette affaire liée aux enquêtes et tout, et que certainement dans certaines familles, on ne garde pas le corps pendant longtemps. Ils ont levé le corps. Ce qui est sûr, c'est que le président Paul Biya trouvera les mesures d'accompagnement pour ces familles sinistrées. Et nous écrasons davantage une larme
pour ces plus de 40 personnes qui ont perdu la vue liées au comportement des hommes. En même temps, Merci de m'avoir invité ici. Merci. Il faut dire que le chef de l'État avait déjà pris, à travers la lettre adressée au gouverneur et surtout les condoléances qu'il a posées avec des mesures, une série de mesures qui avaient été édictées à l'intérieur. Donc, peut-être, comme le dit Raphaël Ndougou, des choses seront faites. Surtout, déjà, dire aux familles de rester vigilantes parce que peut-être, au moment où ça va être fait, il y a certains qui ne vont pas donner l'information à tout le monde. Il y a des informations, Jean-Marie Onambele, qui ne peuvent pas se cacher. D'ailleurs, dans nos traditions, il n'est pas normal pour ceux qui respectent encore nos traditions d'essayer de détourner de l'argent lié aux morts, parce que vous appelez la mort dans vos familles. En tout cas, c'est un autre débat. Parlons de cette participation du chef de l'État au niveau de ce sommet Russie-Afrique. Raphaël Ndougou, vous qui êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, peut-être débuter avec vous. Pour vous, qu'est-ce qu'allait chercher le président Paul Biya en Russie et qu'est-ce qui nous a ramené? Dans sa prise de parole, Jean-Marie Onambele, il vous avait déjà ouvert le chemin sur la question que vous me posez en disant simplement que les relations Afrique-Russie ne datent pas d'aujourd'hui. Et vous avez dit que pendant que l'Afrique se battait pour sa souveraineté, la Russie était déjà là. Souveraineté, ça dit que l'indépendance dans les années 60. La Russie était déjà là. Et que au sommet qui s'est achevé avant-hier, ce sommet-là, pour moi, c'est un sommet historique. Et pour moi, c'est un nouveau départ pour l'Afrique. Pour la simple raison que, pour ne prendre que le président Paul Biya, un des doyens, sinon le doyen en Afrique centrale et même dans le monde, si vous voulez, je peux m'en réjouir de dire que le président Paul Biya avait annoncé en 1982 qu'il allait diversifier les relations diplomatiques. Il est revenu dans les fins des années 80 vers 87 pour dire le Cameroun est à chasse gardée de personnes. Ceux qui ont un certain âge vont vous dire que lorsqu'il a fait ces déclarations, ces multiples pays forts avaient fermé, ou les institutions de Bretton Woods avaient fermé les robinets. La chute des salaires des années 90, c'est-à-dire le fait qu'il avait annoncé que le Cameroun est à chasse gardée de personnes. C'est dans la même veine qu'il a donc tendu la main aux Chinois et tous les autres pays que vous connaissez. Aujourd'hui, quand le président Paul Biya prend la parole et demandait à Poutine d'œuvrer, de tout faire pour que l'Afrique ait plus de place au Conseil de sécurité des Nations Unies, vous comprenez là que c'est un doyen qui parle. Je n'ai pas envie de dire comme au quartier où les gens pensent souvent que la poule grillée n'a pas peur de court-circuit. Effectivement, celui qui parle en ce moment, c'est quelqu'un qui est bien instruit sur le plan politique africain et sur le plan politique mondial. Du coup, il n'a plus besoin de chercher ses propres intérêts. C'est pour dire quoi? Tout à l'heure, à l'entame, quand je parlais de votre promoteur, votre PDG, parce que je sais qu'il y a des panafricanistes qui n'ont pas voulu et qui ne veulent pas entrer dans le bouquet, ce fameux bouquet sans publicité ici. Et donc, aujourd'hui, avec le nouveau départ de l'Afrique et ses relations avec des pays de l'autre côté, je crois quand on a encore suivi le jeune burkinabé, il m'a rappelé Thomas Sankara en 1986 à Addis Abeba, lors du sommet de l'OUA. Il avait dit que si il faille que je revienne au prochain sommet et que les Burkinabés ne peuvent pas manger à leur faim, ne peuvent pas être logés, je ne viendrai plus. Et vous savez qu'il avait été assassiné quelque temps après. Et cela avait été fait quoi? C'était par rapport à son voisin. Parce que lorsque les Français veulent entrer en Afrique pour assassiner, ils entrent par
les pays voisins. Donc, comme pour dire quoi, l'alerte que ces jeunes du Burkina Faso a annoncé dans le sommet, vous allez comprendre qu'effectivement, il est dans la continuité. Il n'est pas allé plus loin. Lorsque maintenant, le président congolais, Congo-Brazzaville, annonçait les déboires qu'ils ont eus à rallier effectivement la Russie. Est-ce qu'on peut comprendre ici aujourd'hui quoi? Que l'Afrique, pour une fois, peut se mettre ensemble, nonobstant tout ce qu'on peut connaître, peut se mettre ensemble. Et lorsque l'Afrique va se mettre ensemble, ce sont les pays qui pensent que nous sommes encore leurs colonies jusqu'ici qui vont souffrir. Je préfère m'arrêter là pour ma première prise de parole. Merci effectivement, parce que je m'apprêtais même déjà à vous couper. Et peut-être aller directement avec Jacques Bisson du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Tout le monde parle aujourd'hui d'un président Paul Biya courageux, d'un président Paul Biya qui n'a plus peur de rien, qui a pu dire les choses qui depuis il n'arrivait pas à énoncer. Vous, quelle position? Est-ce que vous avez eu le même regard? La vérité, c'est que ceci est assez surprenant, Jean-Marie. Que ça a surpris tout le monde. Surprenant dans la mesure où, non, nous ne sommes pas surpris sous ce même prisme. La réalité, c'est que ce qui nous surprend, c'est cette euphorie ou bien cet engouement qui anime la place publique, alors que nous autres, les hommes nous autres qui sommes assez avisés, nous n'attendons rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que pendant que M. Raphaël rappelait tout à l'heure ce que le président Paul Biya avait énoncé en 1990 en disant que c'était la chasse gardée de personnes. La même année ou bien pendant la même période, il nous disait aussi que lorsqu'on prenait les prévaricateurs de la fortune publique, il disait qu'il attend les preuves. Et 20 ans après, c'est la même période. S'il vous plaît, Raphaël, vous allez reprendre. C'est la même période. Je suis d'accord, mais sauf qu'il ne faut pas dire les choses qui sont pas C'est la même période. C'est les années 90. C'est la même. J'imagine que vous êtes jeune. S'il vous plaît, Raphaël. Non, ce n'est pas une affaire de jeunesse. C'était avant 1900, avant l'élection présidentielle 92. Allez-y. C'est l'histoire qui parle, c'est pas moi. Avant l'élection 92, dans tous les cas, il annonçait qu'il attend les preuves. 20, 30 ans après, nous sommes dans un pays où le détournement de fonds publics s'évalue à l'unité de vol, c'est le milliard. Et c'est cet état de choses conduit à là où nous sommes. Bon, là-bas n'est pas le sujet. La question est de savoir qu'est-ce que le Cameroun ou l'État du Cameroun attend de ce partenariat. Par exemple. Voilà. Rien à voir avec celui qui est là aujourd'hui au nom du Cameroun. Pour ce qui est de l'État du Cameroun... vous pouvez quand même aussi féliciter son courage en même temps. Hein. Les gens ont applaudi avec deux mains quand même ses propos qui étaient Pour ce qui me concerne, son courage n'est pas quelque chose de surprenant, puisque ça ne sert à rien de dire de jour, je suis patriarche, pour de nuit faire des choses qui n'ont rien à voir avec son âge. Vous voyez un peu, nous avons attendu notre président de la République, ça il faut le dire, ce patriarche qui devrait se hisser à des grands rendez-vous ou bien par des grands actes, des actions assez parlantes. On n'a pas vu. Et là encore, nous sert une sortie pompeuse. Et comme nous sommes dans un pays, un État où la gestion est par embuscade, nous avons peur, nous préférons avoir des retenues. Ce que je peux permettre de dire ici, c'est que le Cameroun attend beaucoup de ce partenariat. Nous attendons par exemple la mise en place réelle d'un partenariat d'égal à égal, un partenariat juste et équitable. Nous attendons du partenariat avec la Russie, d'un partenariat qui permet un transfert effectif des compétences. Et à partir de ce transfert effectif des compétences, nous attendons à ce que ce partenariat nous fournisse, par exemple, l'exploitation, par exemple, de minerais importants qui est l'uranium, qui nous permettra d'endiguer le problème des fournitures en électricité. Nous attendons à un accompagnement dans l'industrialisation et dans l'industrialisation et du secteur industriel et du secteur agropastoral afin d'endiguer le problème de famine. Parce que nous savons que la Russie peut. Maintenant, est-ce que c'est la personne qui est là qui peut le faire? Moi, je parie qu'il ne peut plus.
moi dans mon village, le patriarche, quand il atteint 80 ans, il forme un jeune, il le met devant. Donc, si on vous comprend bien, et permettez-moi de vous résumer, ça veut dire que la Russie, le Cameroun peut gagner de ses partenaires avec la Russie, mais c'est la personne qui est au centre du pilotage qui poserait problème. Si je veux bien entendre ce que vous avez dit. C'est net mon argumentaire et nous appelons juste les Camerounais à garder l'éveil. 2025, c'est bientôt. Inscrivons-nous sur les listes électorales, sensibilisons les citoyens, sensibilisons les populations, afin de croire à ce vote. Parce que si ce n'est qu'avec le système, l'État-gouvernement actuel, on ne peut pas. On ne peut pas parce que même si Poutine apporte tout ce qu'on demande, les qui vont gérer sont les mêmes qui ont détourné 180 milliards. Allez, ce sont les mêmes qui ont fait tout ce qu'on connaît. Donc merci, on attend Jean Bisson. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On vous a très bien suivi. Merci. André-Christelle Fanga, je ne vais pas vous poser la question si le Cameroun va gagner quelque chose dans ses partenaires avec la Russie, mais moi, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est trop d'euphorie, trop de gros mots. On est même dans une joie débordante après ce sommet. Mais est-ce qu'on ne serait pas en train de tomber dans un piège de laxisme où on va rester que sur des mots, mais rien ne sera visible sur le terrain? Alors, c'est pour ça que moi je trouve ça un peu difficile de discuter, de faire des débats avec des hommes politiques parce qu'ils ne regardent que sur un prisme de leur... vous parlez de Jacques Bisson. De leur prisme de leur parti politique, de l'idéologie de leur parti. Ils ne regardent pas le pays selon les autres, ou bien selon que ce soit d'un autre parti, ou bien de la société civile, ou bien même de la situation réelle du pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la visite du président Paul Biya, qui est la première en Russie, parce qu'il faut le préciser, parce que Poutine... en 2020, je pense en 2019, il n'y était pas. Il n'y était pas, il était représenté. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, cette présence aujourd'hui marque un pas important dans la diplomatie camerounaise. Ça, c'est d'abord quelque chose de hyper important qu'il faut savoir relever. Parce qu'on peut parler, mais on peut être représenté, mais avoir la plus haute autorité de l'État à un sommet, c'est un avantage diplomatique qui ne dit pas son nom, parce que le représentant ne pourrait jamais prendre des décisions comme celui que le peuple a confié la mission de conduire l'État du Cameroun. Donc, ayant ça comme argument, nous savons que la diplomatie camerounaise aujourd'hui est très appréciée dans le monde. Il faut rappeler que le vieux que vous citez, qui est président de la République du Cameroun, vient de faire 3 voyages hyper importants. Hyper importants, États-Unis, France, Saint-Pétersbourg. Ça, et dans ces différents sommets et échanges, vous constatez que le président Paul Biya faisait l'objet d'une attraction particulière. Exactement. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit aujourd'hui à Saint-Pétersbourg en Russie. Ça veut dire qu'il y a ne serait-ce que dans la symbolique de l'image, nous pouvons être fiers de la participation du président Paul Biya et du Cameroun. Parce que dans la symbolique de l'image, ça rehausse. Et quand vous suivez les discours qui se sont dits dans le discours du président, ça veut dire que c'est quelqu'un. D'ailleurs, je voudrais saluer les gens qui ont dit qu'il était mort, que c'est son sosie. C'est, je ne sais plus, il ne raisonne plus normalement. Il a tenu un discours sans document, sans papier. Vous avez bien vu la table. 5 minutes 52 secondes. Sans papier. Pour dire quoi? Pour faire d'abord, pour dire les relations entre la Russie et le Cameroun, ou bien l'Afrique tout entière, ne commencent pas aujourd'hui. C'est des vieilles relations. Il y a de cela plus de 60 ans aujourd'hui. Et vous voyez que dans cette démarche-là, on peut voir un chef d'État qui fait des rappels historiques et qui pose des problèmes fondamentaux. C'est-à-dire, quand nous avons écouté le président Paul Biya en Russie, ce n'était pas seulement le président du Cameroun. Le président Paul Biya a pris conscience de la tâche qui incombe le Cameroun dans l'Afrique de demain. C'est-à-dire en disant, aujourd'hui, il faut que la Russie, par exemple, aide l'Afrique à obtenir une place au Conseil de sécurité. Donc, le président Paul Biya aujourd'hui ne parle plus seulement en tant que chef d'État camerounais, et d'ailleurs, c'est lui le doyen des chefs d'État actuellement au niveau...
malgré que Obiang Nguema est venu au pouvoir avant lui. Exactement. Mais actuellement, la voix la plus prépondérante des chefs d'État au niveau de l'Afrique, c'est le président Paul Biya. Et c'est pour ça qu'on lui prête, on dit, c'est la voix de la sagesse. Et nous avons vu la voix de la sagesse s'exprimer. Et en tant que Bantou, nous pouvons comprendre que quand un vieux de cet acabit s'exprime, on doit comprendre ces phrases, ces mots à plusieurs dimensions. Et c'est pour ça que nous, Camerounais, nous pouvons être fiers aujourd'hui d'avoir une diplomatie active et une défense de l'Afrique, de la vraie voix de l'Afrique. Parce que tout à l'heure, il y a notre ami de l'autre côté, Raphaël Ndougou, qui parlait du média de Dash, du groupe Média Dash. Je voudrais vous faire un rappel, parce que là, ça concerne mon domaine. Je voudrais faire un rappel simple pour dire aux gens, le Cameroun aujourd'hui est le porte-flambeau de la liberté africaine. Au travers de ces médias, au travers de ces hommes, de ces différents intervenants dans les médias, nous voyons aujourd'hui ce que ça porte comme fruit dans la révolution africaine dans le monde. Donc le Cameroun est au centre de la révolution africaine que vous voyez aujourd'hui. Parce que sans le discours tenu dans les médias comme le vôtre, l'Afrique ne serait pas en train de prendre conscience aujourd'hui. Prenez les références dans les médias, prenez les débats qui sont faits au Cameroun, prenez les différents intervenants. Vous allez retrouver que le Cameroun est au centre de la révolution. Et plus grave, en tant que nous les Africains, nous avons célébré, nous avons eu un grand problème avec la mort de Kadhafi. Nous tous, nous savons que Kadhafi travaillait pour l'Afrique, voulait le développement de l'Afrique, voulait l'émergence de l'Afrique. Mais les gens n'ont jamais su la personne la plus intime avec qui Kadhafi travaillait. L'une des personnes les plus intimes avec qui M. Kadhafi travaillait, le guide libyen travaillait, c'était le président Paul Biya. La preuve en est, le Fonds monétaire africain devait avoir son siège à Yaoundé. La force en attente africaine a sa base au Cameroun et à Douala. Donc vous comprenez que le Cameroun est au centre de tout. Et si, malgré l'âge, et qu'on a ce genre de résultat aujourd'hui, de cette diplomatie agissante et efficace du président Paul Biya et du Cameroun, alors nous pouvons dire, ok, le Cameroun gagne beaucoup avec cette diplomatie, avec cette prise de position, avec cette visite à Saint-Pétersbourg du président de la République. Donc, pour tout simplement dire à nous, aux différents hommes politiques qui sont sur le plateau, que ce n'est pas une affaire de parti politique. C'est une affaire d'abord de Cameroun. Et je pense qu'il faudra que quelqu'un pense ce qu'on appelle un parti ou bien un parti politique qui sera appelé Cameroun. Pour que nous puissions nous mettre sur la même table. En même temps, on ne va pas repartir au parti unique en même temps. Non, ce n'est pas le parti unique. Merci, André-Christelle Fanga. Je reviendrai parce que vous n'avez pas répondu à ma question, mais je vais insister. Mais puisqu'il faut quand même que je donne la parole à Raphaël Ndougou, c'est interrogé quand même. Hein. Je reprends la même question tout à l'heure, peut-être en reformulant. Avec André-Christelle Fanga, il y a l'euphorie, on est tous en joie. Mais après, est-ce que ça va être que des mots ? Est-ce que ça va être qu'une certaine émotion? Comme avait dit quelqu'un, l'émotion est nègre et la raison est ailleurs. On n'est pas tous en joie. Vous avez suivi mon ami du PCRN qui a certainement mélangé un peu les années. Parce que quand nous parlons... Il s'est repris après. Hein? Il s'est repris après pour parler de 1992. Quand nous parlons... Même pas les preuves du président Paul Biya n'étaient pas en 92. Lorsque nous parlons de 1987, le président Paul Biya parle de le Cameroun ne la chasse gardée personne. Là, c'est lors d'une visite en Allemagne. Et donc, le président est en Allemagne. Nous sommes en 87. Ce discours 86, c'est très bien. Et qu'avant, il avait annoncé qu'il devait diversifier la relation et la coopération diplomatique. Maintenant, quand lui parle des preuves, c'est récent. Les preuves, c'est dans les années 2005. C'est pas possible. Non, les preuves, la demande vous voyez un aîné qui donne les leçons. Les élections de 97. Là où il demande, parce que les gens, il y a un vol absolu au Cameroun, et là, il demande des preuves par rapport à la mise en place, parce que là, on discutait après la mise en place de l'article 66 dans la Constitution de 1996. Et maintenant, on a commencé la déclaration des biens. On a commencé à demander, les fonctionnaires étaient devenus très riches
Ah, mais c'est là où on posait la question de savoir... La déclaration reste en 88. Déclaration des biens, 88. 96. Non, ça entre dans la Constitution. C'est la Constitution 96. Non, attendez, en tout cas, La c'est déclaration des biens, le problème, la déclaration est en 88. En tout cas. Je voudrais noter que lorsque la presse commence à faire des sorties sur des détournements, toute l'opération épervier, parce que je voudrais lui dire... Mais Raphaël, c'est pas le sujet, hein. Vous nous amenez Non, loin, là. ce n'est pas le sujet, parce qu'en réalité, vous avez parlé de l'euphorie, non? Il y en a qui ne sont pas contents. Moi, j'ai dit comme au quartier, j'ai ma façon de faire mes débats. Bien que du RDPC et ma façon de faire. J'ai dit, l'ampoule grillée n'a pas peur de court-circuit. Ça veut dire? Je suis le meilleur élève de la France. C'est Paul Biya qui l'a toujours dit. Cela veut donc dire que le meilleur élève de la France, quand il s'exprime, il mérite le respect que vous avez vu la Russie a réservé à cet homme. Alors, on peut mélanger les pédales sur les années, de qui a dit les preuves. C'est pour ça qu'il dit qu'avançons, on va vérifier tout ça. En vérité, ce n'est pas le débat, c'est réel. Mais sauf que, oui, peut-être comme ceux qui lisent la Bible disent que nul n'est prophète chez soi. Actuellement, le président Paul Biya ne parle plus de lui-même. Il balise même le chemin pour votre président, cher monsieur du PCRN, pour Kabal Lévi. Il balise le chemin. Parce que lorsque le président parle, il ne parle plus pour lui-même, même pas pour ses ministres, mais il pense l'Afrique. Nous avons eu des partis ici qui ont pensé à la construction des États-Unis d'Afrique. Hubert Kamgampé a son âme. Donc, à un moment donné, quand on va dans un sommet comme celui-ci, c'est pour ça que moi j'ai dit, je baptise le sommet là comme un nouveau départ de l'Afrique. Monsieur Fang a bien fait. Ça a été même le mot, hein, le maître mot, nouveau Monsieur départ. Fang a bien fait de vous rappeler de Kadhafi. Mais je reviens sur ma question, Raphaël Enogo. Dans ce nouveau départ-là, est-ce que ce n'est pas un mot juste pour embellir les oreilles, pour être dans l'émotion? Qu'est-ce qu'on met dedans? En fin de semaine dernière. On va encore attendre 20 ans. Et à mon entrée dans cette émission, je vous ai dit, je n'ai pas causé avec votre PDG, mais nous lisons en filigrane, nous sommes les Bantous. Je connais sa position. Il ne m'en a pas parlé. Mais nous sommes des Camerounais qui pensons qu'on ne doit plus seulement être colonisé par la seule France. Il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que pour regarder nos chaînes de télévision locales, que nous soyons conditionnés. Parce que peut-être, il faut bien qu'on explique pour qu'on s'entende bien. Cela veut dire quoi? Vous avez vu un promoteur d'une chaîne de médias également là-bas? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nouveau départ n'est pas seulement sur le plan politique. Par exemple. Tout à l'heure, il a parlé de l'agriculture, de l'exploitation et tout. À moins qu'il ait oublié que les accords ont été signés également avec cette même Russie-là pour cette affaire d'exploitation des minéraux. Vous vous souvenez d'un jet qui s'était écrasé quelque part entre le Congo et le Cameroun. Le président Paul Biya, quand j'ai dit qu'il avait annoncé cela dès sa prise de pouvoir, je suis arrivé pour dire que le Cameroun avait été la chance de garder personne. C'est quelqu'un qui est cohérent dans son ton. Hein. Nous, ici, nous, on parle ce qu'on peut parler. Mais lui, quand il parle, il est cohérent. Mais c'est quand même compliqué, être en même temps la chasse gardée des personnes, être le meilleur élève de la France, bon, en tout cas. Parce qu'il avait annoncé comme cela pour dire que le meilleur élève de la France, c'est quoi? C'est qu'en réalité, il maîtrise la politique française. Peut-être en deuxième sujet, on va en parler tout à l'heure, là, il maîtrise la politique française. Donc, du coup, il a tendu la main à d'autres pays pour l'émergence du Cameroun. Actuellement, le président Paul Biya, qu'on le veuille ou non, est à la sortie. Mais si c'est là même qui sont capables de leur remplacer, ne comprennent pas au moins que quand il va là-bas, est-ce qu'il a renouvelé les accords que le président avait signés? Non. Il faut donc le savoir, il faut dire aux Camerounais. Il n'avait pas renouvelé les accords que le président avait signés. Avec la Russie. Ben avec la France. Mais nous parlons de la Russie. Avec la France. Bon, si vous répondez comme ça veut dire que vous êtes encore dans vos premiers pas de la politique. Le président Paul Biya a trouvé les accords signés par son prédécesseur.
S'il avait été un mauvais homme politique, s'il n'avait pas été le meilleur élève de la France... Nous parlons de la Russie maintenant. Laissez d'abord la France. En tout cas. Je ne sais pas, ici on parle de la même vous aurez la parole tout à l'heure. Permettez qu'il finisse d'abord. Le président Paul-Biya parle de renouveler les accords de la France avec le Cameroun. Et le président Paul-Biya qui avait annoncé, je le répète encore, pour qu'on se comprenne bien, l'homme qui dit que je vais diversifier la coopération et les relations diplomatiques, cela veut dire que quand les accords là sont arrivés à leur terme, il n'a pas renouvelé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si c'est la France qui exploitait les forêts, elle n'est plus la seule qui exploite les forêts aujourd'hui. Et ça se voit. Et puis le gagnant est là. Maintenant, il a évoqué un sujet sur ceux qui vont gérer, ce sont les mêmes et tout et tout. C'est peut-être pour ça que vous avez vraiment coupé pour dire, ce n'est pas le sujet, mais lui nous a mené vers là. Pour dire que les qui vont gérer les relations et tout et tout. Quand vous voyez Poutine, il est quelqu'un qui est pragmatique, donc lui, ces choses passent. Comme on dit au quartier, ça dit quoi? Ça veut dire que quand on a fermé les robinets, aujourd'hui maintenant, le président Paul-Biya lui-même de sa bouche a rappelé que les étudiants camerounais, ils sont. Et ils sont formés. Pour étudier non seulement la langue, mais pour le transfert des compétences. Et avec les accords qui ont été signés en off, hors micro, nous pensons qu'avec ce papa, avec ce patriarche, vous avez parlé de patriarcat tout à l'heure pour dire que le patriarche, je le garde. Effectivement, il vous a balisé au chemin. Il est en train de baliser au chemin pour les hommes politiques, les jeunes hommes politiques qui sont là. Ça veut dire que quand maintenant il signe les accords qui seront porteurs pour le Cameroun dans l'avenir. Merci, Parce que Raphaël. si ce n'est pas le cas, cela veut dire que vous ne comprenez pas. Donc, que les hommes politiques que vous êtes et tous les leaders qui existent dans notre pays, sur le plan politique, comprennent que le papa là vous a donc déjà ouvert le boulevard. À vous de venir véritablement présenter On l'a bien tous les compris. projets que vous avez. Jacques Bisson, je voulais vous poser une question, mais je vois que vous avez beaucoup noté, donc mieux d'abord vous laisser réagir et peut-être vous relancer. Merci. Il faudrait déjà, monsieur Jean-Marie... Mais ne revenons pas sur cette affaire. Non. Juste 87, souligner 88, que là, je remarque que ça va pas nous aider. vous m'invitez sur un plateau avec deux contradicteurs, un déguisé, l'autre dévoilé. Parce que, vu sa prise de position qui dénonçait les positions des politiciens, il trahit. D'ailleurs, que lui, il est même plus qu'un militant du RDPC. Ça, il faut le dire. Mais il nous Vous montre... pensez vraiment que quand vous le dites là, ça va changer quelque chose? Non, Parlons du Cameroun. c'est juste que Parlons d'abord du il est Cameroun. en train de vouloir parler du Cameroun en défendant une chapelle, Il a défendu en estimant qu'il n'est aucune chapelle. C'est ça qui nous Ouais, c'est ça le problème Jacques avec Bisson, allons dans l'argumentaire. Nous rentrons en c'est arrière ça qui avec est ça. le problème avec certaines sociétés civiles qui non. en C'est un fait journaliste, s'il vous utilisent plaît. non c'est une société civile Nous qui en rentrons fait en arrière avec utilise ça. le politique pour se positionner, que ce soit dans son secteur d'activité ou pas. Quand nous parlons des problèmes épineux du Cameroun, vous voyez par exemple, il souligne le fait qu'en 2019, le président de la République n'était pas en Russie, ce n'est qu'en 2023 qu'il y était. Ça veut dire que il a monté la maturité. Mais non, le connaissant, il était en train de justement dire que ça, c'est quelle affaire que les enfants veulent me traîner là-bas. Voyons d'abord ce que ça va donner. Pour après revenir maintenant, puisqu'il voit que ça commence à vouloir monter face. La Russie, par exemple, la Russie, il demande pas de l'aide de la Russie à la France, à l'Afrique. Est-ce qu'on devait encore parler de l'aide de la Russie à l'Afrique? Prenons le cas de la Chine. Après la naissance de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce que la Chine avait une place dans le Conseil de sécurité? Si oui, quelle était sa place? Est-ce que la Chine a appelé une certaine aide? Vous parlez tout à l'heure de BRICS, l'Afrique du Sud. Comment est-ce que l'Afrique du Sud a rallié ces pays qu'on appelait du Grand Sud? On parlait de partenariat Sud-Sud. Comment est-ce que l'Afrique du Sud s'est détachée de là? Simplement parce que, M. Raphaël, dans ces pays-là, on a eu des dirigeants qui ont mis l'humain au centre de leurs préoccupations. On a eu des dirigeants qui ont investi l'argent des citoyens dans le développement local. Par exemple, nous avons notre président Cabral Libi qui a monté un plan où on pouvait exploiter le fer, ne serait-ce que le fer de Crébi, pour avoir au moins le budget de l'État. Est-ce que là encore, il faut le partenariat avec la Russie?
il a quelle intention pour dire qu'on attend encore quoi du président actuel? C'est ça que je vous dis. Est-ce que c'est le pétrole qui manque pour vouloir l'exploiter sur place? Tous les moyens qu'on a, l'or qui est disponible, ça ne manque pas. Et qu'est-ce qu'on attend de la Russie? Ce n'est pas avec lui. La Russie a beaucoup à nous donner, mais vraiment, ce n'est pas avec ceux qui sont là. C'est ce que Merci, on vous a très bien compris. Bon, déjà, vous annoncez qu'on a le chercheur politologue Abdoun Dam qui nous a rejoint, mais je vais relancer le temps qu'il prenne un peu la chaleur du studio et déjà vous dire bonjour, Abdoun Dam. Bonsoir, depuis là, moi je suis toujours en plein jour en même temps. Bonsoir, mon cher ami, et vraiment c'est un plaisir de recevoir votre invitation. Mais avant tout débat au fond, j'aimerais vous présenter, à vous, mes excuses, et à vos milliers de téléspectateurs, parce que ce retard est indépendamment de moi. Allez, merci, on vous a compris. André Christelle Fanga, je repose la question que j'ai posée tout à l'heure, et puis il fallait d'abord que vous développiez pour nous démontrer la grandeur du chef d'État Paul Biya, où tout le monde est presque d'accord, même comme on a voulu vous donner une casquette, vous connaissant. Vous n'avez pas encore cette casquette, en tout cas, pas pour l'instant, je ne vous la connais pas encore. Mais revenons un peu sur l'euphorie. Est-ce que cette euphorie-là ne peut pas se transformer en illusion à un moment? Est-ce que c'est même bon d'aller directement comme ça vers celui qu'on est en train de présenter comme ange, alors qu'au moins les démons que nous avons, la France, les États-Unis et tout le reste, on les maîtrise déjà, on est déjà habitué avec eux? Le président, le feu président Ahmed Sékou Touré de la Guinée, disait qu'il préfère la pauvreté dans la liberté que la richesse dans l'esclavage. Pour simplement dire quoi? L'euphorie que vous voyez, c'est simplement parce que les peuples africains aujourd'hui soupirent, veulent une liberté, une autonomie, une souveraineté véritable. C'est pour ça que quand vous écoutez le président Paul Biya, il parle là. La Russie a toujours été aux côtés des pays africains pour la lutte pour leur indépendance. Parce que c'est toujours en débat. Ce qui est en débat aujourd'hui pour nous les Africains, parce que vous allez parler de pauvreté, vous allez parler de non-exploitation des ressources, vous allez parler des problèmes sociaux que nous avons dans nos États. Mais est-ce qu'un esclave peut construire une vraie maison? Quelqu'un qui est colonisé ne peut pas penser développement. Et la preuve en est, la plupart de nos dirigeants aujourd'hui ont la mentalité de coloniser. Ne vivent que selon la colonisation. Ne pensent que colonisation. Ils pensent économie selon la colonisation. Ils pensent politique selon la colonisation. Ils parlent démocratie selon la colonisation. Parce que, d'ailleurs, nous allons arriver au deuxième sujet. Parce que je voudrais vous prendre un exemple simple. Pourquoi il y a cette euphorie autour de la Russie ou bien des pays africains qui courent avec beaucoup d'engouement auprès de la Russie? C'est parce qu'en réalité, on a vu un parapluie solide qui peut nous empêcher d'avoir la pluie, la neige, je ne sais pas quoi d'autre sur nos maisons, sur nos vies, sur nos États. Parce que les autres se sont comportés comme des États census. C'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et tout le reste. Et d'ailleurs, je voudrais vous rappeler les propos de Edmond Kohl, ancien chancelier allemand. Il avait dit, il ne faut pas que l'Afrique s'industrialise. Si l'Afrique s'industrialise, c'est la pauvreté de l'Europe. Donc, il faut tout faire pour que l'Afrique ne s'industrialise pas. Aujourd'hui, nous avons, quand on parle d'industrie, ça veut dire l'industrialisation, ça veut dire que vous ne devez pas avoir des arbres. Vous ne devez pas avoir des industries qui peuvent vous produire, qui peuvent produire ce que vous consommez, ce que vous avez comme besoin. C'est pour ça qu'on vous envoie planter le cacao. On vous envoie planter le café. Parce que combien de vous consommez le café? Ils ne sont pas nombreux. Combien de vous consommez le cacao? Ils ne sont pas nombreux. Parce qu'en réalité, ça nourrit la Suisse. Le cacao, par exemple, les grands chocolatiers suisses s'engraissent sur le cacao produit en Côte d'Ivoire, au Ghana, Cameroun, Nigeria, un peu dans ces pays-là.
Donc, en réalité, ça nous profite absolument rien. La preuve en est, ce n'est pas nous qui fixons les prix de ce cacao. Cacao, exactement. Donc, vous comprenez qu'en réalité, dans cette bataille aujourd'hui, c'est la bataille de la liberté, de la vraie souveraineté. Si vous voulez véritablement avoir une souveraineté, il faut avoir quelqu'un qui est capable de déployer aussi ses missiles ou bien avoir l'arme dissuasive qu'on appelle la bombe l'arme nucléaire aujourd'hui. Et la preuve en est, tous les pays sont en train de se diriger vers la Russie. Cette euphorie, cette joie de participer et de pactiser avec la Russie, justement, c'est pour entrer sous le parapluie de l'arme nucléaire pour que si les États-Unis veulent attaquer, parce que vous savez que l'époque de Bob Denard sont terminées. Vous savez qui on appelait Bob Denard. Exactement. Spécialiste des coups d'État en Afrique. Quand vous n'étiez pas en accord, en odeur de sainteté avec la politique de Paris, avec la politique de Londres, avec la politique de New York, Bob Denard et les sociétés comme Elf se mettaient en action pour vous enlever du pouvoir. C'est là où on avait des coups d'État sanglants. Vous vous rappelez, parce qu'il y avait des chefs d'État qui s'accrogoutaient au pouvoir que non, je ne quitte pas. Et finalement, les mercenaires français et européens les faisaient sortir, les enlevaient du pouvoir. Donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, quand nous parlons de cette euphorie, c'est parce que justement, il y a un vent de liberté qui souffle. Et nous n'allons pas arrêter de courir vers cette liberté, cette souveraineté qui va permettre l'émergence des pays africains. Allez, vous avez très bien suivi. Abdou Ndam, une seule question vraiment directe. Géostratégiquement, avec aujourd'hui toute la polarisation, je voulais dire négative, qui est autour de la Russie et son image, est-ce que ça fait bon d'y aller, se montrer, s'afficher en amitié avec ces pays? Avant tout débat au fond, je voudrais sacrifier à ce sacro-saint principe du rituel, saluer mes copanélistes et entrer dans la thématique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de le dire, que nous sommes typiquement là en relation internationale. Et pour le situer plus précisément, parce qu'en relation internationale, on a les types et les formes des relations internationales. Et dans le cas d'espèce entre le Cameroun et la Russie, c'est la coopération de type nord-sud, forme bilatérale. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut percevoir l'État du Cameroun comme un État souverain qui est dans la quête du partenariat. Aujourd'hui, il y a des concepts classiques des relations internationales qui semblent être dépassés. Aujourd'hui, on parle davantage des connivences, d'alliances de circonstances sur la scène internationale. Perdons pas de vue que toute démarche sur la scène internationale est mue par la capacité de l'intérêt. C'est l'intérêt qui est le cœur et l'épicentre des motivations des acteurs sur la scène internationale. Exactement. Et dans les rapports de force entre la Russie et le Cameroun, il est important de le dire que la Russie est un pays qui a 17 millions de kilomètres carrés. C'est quasiment un pays continent. Et au regard du paradigme nouveau de la scène internationale, il est important de le dire que l'unipolarité du monde, sous le prétexte et la diligence des États-Unis, est dépassée. Nous sommes arrivés au niveau de la bipolarisation où en réalité nous avons deux axes. L'axe dirigé par les États-Unis et l'émergence de l'axe dirigé par la Russie et la Chine. Et toutefois, on est en train de faire une forme de confusion et même de désordre sur la scène internationale où en réalité il y a l'émergence de multilatéralisme sur la scène internationale. Cela étant dit, qu'est-ce que le Cameroun gagnerait en nouant des partenariats avec la Russie? La raison est sur deux ordres. Première raison, c'est du point de vue géopolitique et deuxième raison, sur le point de vue géostratégique. Du point de vue géostratégique, je commence par là, il est important de le dire. La position géostratégique du Cameroun est une position stratégique. Pour dire que la puissance qui veut diriger le monde doit faire et doit négocier avec l'Afrique. Avec le Cameroun. Avec l'Afrique en général. Et qui dit l'Afrique centrale dit le Cameroun. Ça veut dire que du point de vue géostratégique, pour asseoir sa notoriété sur le plan international, la Russie gagnerait à entretenir des partenariats avec le Cameroun. Le type de partenariat est divers. Il est perceptible sur le plan militaire. Vous n'avez qu'à voir avec la signature de plusieurs accords sur le plan militaire que le Cameroun a avec la Russie. Avec la Russie. Et vous le savez bien, qui parle de puissance, qui parle de la souveraineté, dit le pan militaire. Vous ne pouvez pas vous targuer sur la scène internationale sans voir celui sur qui vous pouvez vous appuyer pour pouvoir exprimer votre volonté de puissance. Et ne perdons pas de vue également que l'Afrique noire francophone fait face à un nombre de problèmes que le bloc occidental a entretenu et plombé l'Afrique centrale sur le joug du sous-développement. Et que si les pays africains peuvent s'appuyer sur un partenaire qui peut leur permettre d'avoir une émergence sur la scène internationale, mais c'est de bonne guerre. Pour dire, historiquement parlant, que la Russie n'a rien colonisé en Afrique.
Donc, au moins, on peut accorder la Russie une présomption d'honnêteté. Mais ils ont quand même colonisé quelque part, hein, parce qu'on entend souvent ça. Je dis, ils ont aussi colonisé quelque part. La Mongolie, ça vous parle quand même aussi. Ok, d'accord. De l'Afrique, la Russie n'a colonisé aucun pays. Ça veut dire que, du point de vue on peut accorder une présomption d'honnêteté avec la Russie. La preuve, le partenariat entre la Russie et certains pays de l'Afrique noire, de l'Afrique de l'Ouest, est de mise. Aujourd'hui, le Mali peut se targuer de dire un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que le Mali s'appuie sur un partenaire qui l'amène à faire, d'empêcher de faire et de refuser de faire certains dictats occidentaux. Le cas du Burkina Faso. Et au Niger, vous voyez ce vent, notamment d'émergence populaire, parce que le Niger, le peuple nigérian est en train de dire que nous voulons la Russie. Parce que le dilemme, c'est que ce n'est pas le leadership africain qui veut la Russie. Hein. C'est la population, c'est le peuple africain qui sollicite la Russie parce qu'elle estime, le peuple, la population africaine, que la Russie est un partenaire qui peut permettre à ce qu'on puisse gagner d'égal à égal. Revenir au Cameroun. Le Cameroun gagnerait davantage en ayant un partenariat avec la Russie. Parce que le Cameroun est dans la dynamique de la diversification des partenaires. Et cette diversification de partenariats est en train de contribuer à la stabilité du Cameroun. Figurez-vous, si le Cameroun n'avait pas diversifié ses partenariats avec la guerre du Boko Haram, nord-ouest, sud-ouest, vous voyez la coopération militaire entre le Cameroun et la Russie, le Cameroun et Israël. La réforme de l'armée camerounaise dans les années 2000 nous donne raison aujourd'hui. Si l'armée camerounaise n'était pas réformée et se professionnalisée, on ne pourrait pas faire face à toutes ces adversités. Donc je crois que, de prime abord, la coopération entre le Cameroun et la Russie est perceptible tant sur le plan militaire, sur le plan économique. La preuve, sur le plan économique, la Russie est en train de vouloir accompagner le Cameroun pour que le Cameroun, qui a des terres arables, puisse matérialiser, puisse exploiter cela. Et encore, le déplacement du Cameroun, il y a eu un accord qui s'est octroyé, notamment la levée du visa sur le plan diplomatique. Ça veut dire que les diplomates camerounais peuvent aller en Russie à tout moment et à contre-temps. Je crois que c'est un début sur le plan diplomatique qui va permettre une interchangeabilité des partenariats, des idées pour renforcer davantage le lien entre le Cameroun et la Russie. Pour sortir, il est important de le dire que le Cameroun occupe une place de choix, une place stratégique du point de vue de l'Afrique centrale et que la Russie est dans la quête de la puissance sur la scène internationale et pour le faire, qui veut conquérir le monde doit passer par l'Afrique. L'Afrique dans l'avenir du monde et le Cameroun est un élément indispensable pour l'avenir des puissances mondiales. J'ai même cru que vous alliez dire l'épicentre. Heureusement que ce n'est pas sorti. Et l'épicentre. Bon, en même temps. Je dis bien le Cameroun en Afrique centrale est l'épicentre. Même pas seulement en Afrique. Et du Golfe de Guinée. Du Golfe de Guinée, le Cameroun joue un rôle stratégique. Et je crois que le Cameroun gagnerait à coopérer davantage avec la Russie parce que la Russie est une puissance qui en réalité n'est pas là pour imposer ou encore plomber le Cameroun dans le sous-développement, mais il est important de le dire pour atténuer que c'est à l'État du Cameroun de capitaliser. Parce que sur la scène internationale, ce n'est pas une affaire de fakir ou de moine. C'est un ring. Si le Cameroun n'est pas même de capitaliser, de faire valoir ses arguments de puissance... Et là, vous rejoignez peut-être Jean Bisson qui parlait des hommes. C'est ça mon rôle d'analyse. Il faut des hommes. C'est ça mon rôle d'analyse. Parce qu'on peut avoir certains bons partenaires, mais si on n'a pas des arguments de puissance pour capitaliser cela, la Russie risquerait de gagner. Pourquoi? Parce que c'est la recherche de l'intérêt sur la scène internationale. En même temps. Allez, merci à vous, Abdou Dame. Il fallait bien la voix d'un chercheur politologue pour comprendre mieux ces affaires. Je vous propose qu'on avance un peu, qu'on aille parler du deuxième sujet. Peut-être commencer avec vous, Jacques Bisson, sur ces fameux coups d'État militaire dans le continent africain. On avait eu un premier, un deuxième, un troisième, et voilà qu'un quatrième arrive à moins de 3 ans. Certaines personnes sont contentes. Oui, on a maintenant les coups d'État, il y a une révolution qui arrive, on a même des nouveaux partenaires. Mais on oublie l'essentiel qui est cette liberté d'expression, entre guillemets, et même cette fameuse démocratie. Est-ce que pour vous, la démocratie n'est réellement pas en danger, Jacques Bisson, avec ces différents coups d'État qui se voient en Afrique de l'Ouest et peut-être même aussi ailleurs? À mon humble avis, je pense que parler de la démocratie face à ce fléau qui mine l'Afrique de nos jours revient à s'appuyer déjà sur un premier levier. Allons par exemple au Mali. C'est un exemple assez parlant pour moi. Si vous venez il y a dans des années, bon, peut-être je n'ai pas de repère temporel,
je me rappelle une histoire où on nous racontait des officiers français et maliens pour chasser les rebelles au niveau du nord du Mali, arriver à un niveau dans la chasse. Les Français ont demandé les officiers français demandaient aux officiers maliens de s'arrêter là. Cette partie du territoire malien là, eux, les Maliens n'avaient pas accès. C'était la Zawad à l'époque. Très bien. Il faut vous rappeler aussi que parmi ces officiers maliens, il y avait un certain Assimi Goïta qui a senti ça de très mauvais augure, que lui, malien, ne pouvait pas avoir accès à son propre territoire. 2 ou 3 ans après, on est là où nous sommes. On a vu ce qu'il a pu faire. Pour dire que les coups d'État, en fait, dans notre contexte, naissent justement de cet esprit de néocolonialisme qui veut assujettir les Africains et les esclavagiser, au point où cette révolte qui naît de là fait en sorte que nous sortons carrément du cadre du contrat social. Alors, ceci nous rappelle aussi qu'en fait, en Afrique, et c'est ça la vérité aussi, l'Africain n'est pas un démocrate. La démocratie, c'est quelque chose qui nous a été importé. Donc, notre problème en Afrique, ce n'est même pas de chasser l'homme de M. Le 6 novembre 1982. Notre problème en Afrique, c'est que ceux qui sont là pour diriger, ou bien ceux qui sont là pour incarner l'autorité, je pense à nos patriarches, je pense à nos chefs du village, et doivent être des hommes qui ont pour premier souci l'intérêt de leur population. C'est au moment où il n'y a plus la préservation de l'intérêt des citoyens que la rupture du contrat social naît. Et c'est au moment de la rupture du contrat social qu'en Afrique, on peut parler de cette démocratie atypique. Parce qu'en Afrique, nous n'avons pas une démocratie réelle. La preuve, regardez en Libye. M. Kadhafi a mené ce pays pendant plus de 30 ans. Personne ne s'est plaint tant qu'il y avait la pompe, le carburant à la pompe. Nous avons tout à côté M. Obiangema qui mène son pays avant notre président, mais il n'y a pas de problème parce que lui au moins il a montré qu'il est un bon patriarche pour le moment. Maintenant que nous en sommes donc là, la problématique dans des coups d'État se pose au niveau où ces dirigeants entre guillemets obsolètes nous montrent qu'ils ne sont plus à leur place, et que ces jeunes-là qui prennent le pouvoir par des moyens peu orthodoxes veulent montrer que même le problème réel n'est pas la prise du pouvoir, mais qu'est-ce qu'on utilise? Comment est-ce qu'on utilise ce pouvoir? Donc, la démocratie en Afrique n'est pas atteinte parce que la démocratie à l'africaine, elle est différente de celle qu'on nous a présentée. Ah ça, je suis un peu... peu... Ça veut dire qu'il y a nous, les Africains, on est différents des Blancs. Ce n'est pas vous qui posez la question. Non, si vous me permettez, je n'ai pas dit que nous sommes différents. J'ai dit que la civilisation nous a vendu une démocratie, un peu comme les évangélistes nous vendaient la parole. Ils venaient avec un angle qui les arrangeait pour s'installer. Vous voyez un peu? Okay, est-ce que cela veut dire qu'on avait besoin de la démocratie telle qu'elle s'applique à l'Occident? C'est autre chose. Et moi, je pense que non. Laissez-moi poser la question, je reviens à vous, Abdoundam, à André Christelle Fanga. Vraiment, c'est une belle question que Jacques a posée là. Et moi, j'ai besoin de... Je la réponds et je vous la pose. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de cette démocratie en Afrique? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'elle ne sert même plus à rien, puisqu'à chaque fois qu'il y a une élection, c'est contesté. Et même maintenant, ce sont les armes qui parlent, beaucoup plus que les urnes. Et pourtant, on sait bien que les militaires, c'est dans les casernes, et ce sont les civils qui doivent gouverner. Si les Occidentaux savaient, ou bien savent que la démocratie est une bonne chose, ils n'auraient pas amené ça en Afrique. Comment vous le dites? Si c'était un bon instrument de développement, ils n'auraient jamais amené ça en Afrique. En fait, tout élément qui peut apporter le développement, même l'éducation que les Occidentaux ont amenée à l'Afrique, n'est pas une bonne éducation.
Quand je le dis, je vous prends des exemples des faits, parce que vous savez que nous, les faits sont sacrés. C'est sacré, exactement. Et les commentaires sont libres. Monsieur Bush père, président des États-Unis, l'un des États les plus démocratiques du monde. Bush fils, président des États-Unis, c'est la démocratie. Monsieur Clinton, président des États-Unis. Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État, qui est la deuxième personnalité aux États-Unis. Et candidate à l'élection présidentielle en moins virgule. Elle allait être présidente des États-Unis. C'est la démocratie. Essayez de faire ça en Afrique. D'ailleurs, on a vu des exemples en Afrique. En Allemagne. La famille Le Pen, où la fille remplace le père au parti. Non, on va posément, pour vous faire comprendre que la démocratie, soi-disant occidentalisée, n'est-ce pas, envoyée en Afrique, que quand ça se passe en Afrique, ça devient un problème. Je vous prends encore un exemple. Monsieur François Hollande, président de France, Madame Ségolène Royal, compagne de monsieur François Hollande. Ils ont 4 enfants ensemble. Elle a été ministre, elle a été présidente du parti, candidate à l'élection présidentielle. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a battu aux élections pour devenir président. Donc, à moins virgule, elle allait être présidente de la France. Donc, monsieur et madame allaient diriger la France. D'ailleurs, les familles ont dirigé la France. Monsieur François Hollande est du même département que monsieur, je crois, c'est Mitterrand ou Chirac. Ils sont tous de Corrèze. C'est-à-dire du même village. Du même village. Si ça se passe comme ça en Afrique, ce n'est pas la démocratie. Donc, quand on essaye de voir, on prend ces différents éléments pour répondre à votre question, pour que vous compreniez que moi, je ne suis pas un démocrate et je ne crois pas à la démocratie. Parce que ça n'a jamais développé aucun État. Tous ces gens viennent instituer la démocratie quand ils ont déjà mis tous les éléments de base. Parce que quand l'Europe décide de tuer le roi, parce que c'était des royaumes. Exactement. Royaume de Belgique, royaume d'Espagne, royaume de France, royaume d'Angleterre, royaume de ceci. Et même en Allemagne. C'était des royaumes. C'est pour ça qu'ils ont décidé de tuer le roi. Quand ils ont décidé de tuer le roi, c'est-à-dire de mettre les royautés à côté et de mettre des républiques. Donc, mais avant de tuer le roi, qu'ils avaient déjà tous les instruments de développement. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà des infrastructures nécessaires pour qu'aujourd'hui, la grande mafia qui s'est accaparée de la République, n'est-ce pas? C'est-à-dire les financiers qui ont récupéré le gadget politique qu'appelait démocratie, qu'ils ont vendu au monde comme étant on est en démocratie. Je voudrais vous rappeler que M. de Gaulle, l'homme le plus respecté en France, n'est-ce pas? Soi-disant l'homme qui a créé la 5e République, n'est-ce pas? Était un dictateur militaire. Il a dirigé la France pendant 14 ans. 14 ans de transition. Il a presque une idéologie, le gaullisme. Le gaullisme. Donc 14 ans de transition. Donc les pseudo-politiciens qui viennent nous parler de la démocratie, de soi-disant les coups d'État, la plupart de tous les dirigeants européens ont fait des coups d'État. C'est-à-dire, en France, par exemple, on a guillotiné le roi. On a tué des gens, on a tué l'ordre régnant, les familles régnantes, on les a tués, on les a guillotinés pour installer la République. Donc aujourd'hui, pourquoi? Parce que les gens soupiraient à autre chose. Les gens voulaient autre chose. Il y avait un vent de liberté qui était en train de souffler. Et aujourd'hui, nous constatons que le même vent de liberté est en train de souffler en Afrique, c'est-à-dire des gens qui veulent la vraie démocratie. Mais écoutez, je finis avec ceci. Je voudrais aller en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Vous vous rappelez quand M. Alassane Dramane Ouattara avait dit qu'il ne sera pas candidat pour un 3e mandat? Vous vous rappelez du tweet de M. Emmanuel Macron? Félicitations, l'un des plus grands démocrates africains. Il a respecté l'ordre constitutionnel et tout et tout. Quelques mois après. Et maintenant, quelques mois après, quand M. Ouattara s'est présenté, qu'est-ce que M. Macron a dit? Rien du tout. Il n'a plus rien dit. Vous comprenez que ce que vous appelez démocratie n'est qu'un chiffon. Merci André Christelle Fang, ça fait quand même froid d'eau, Raphaël Ndougou, de suivre tous ces Camerounais, je voulais même dire africains, qui parlent aujourd'hui
de la démocratie d'une certaine manière. Ça me réjouit, heureusement que... Ah, ça vous réjouit, vous aussi? Ça me réjouit, heureusement que Abdoundam n'est pas pro RDPC, mais il a fait son analyse. Avançons. Je suis en train d'avancer, effectivement. Et heureusement que M. Bisson lui-même nous dit ici que cette démocratie-là qu'on nous a amenée n'était pas la nôtre. Il allait plus loin. Parce que quand ces gens arrivaient ici avec la Bible, c'était des hommes de guerre. Des missionnaires. Qui venaient ici comme des missionnaires. Selon vous et moi, qui avons grandi dans cette affaire des missionnaires-là, ils sont venus ici avec la Bible. Pourtant, c'était des hommes, c'était des militaires. C'est là qu'on nous dit, ça nous amène en quoi? Quand j'ai parlé de mes élèves, c'est qu'à un moment donné, sachant que nous n'avons rien, je crois que c'est M. Fanga qui l'a dit, ça dit que nous n'avons pas tout ce que nous devons posséder pour tutoyer ces gens. On est obligé de faire, de jouer au petit chat. Mais on sait que quand on atteint un certain niveau, on sort la tête de l'eau. Qui pouvait imaginer que la Russie allait tenir toutes ces grandes puissances-là? Je suis de course, tout le monde court, tous les Africains courent de ce côté-là. Parce que nous sommes en train de parler des coups d'État. Ces gens qui font des coups d'État, c'est pour autant que quelqu'un a tué son beau ami, pour parler un peu du cas de Burkina Faso, qu'il a en peu 28 ans développé ce pays-là. Pourtant, il a tué son ami, qui était un révolutionnaire. Tout à l'heure, j'ai fait cas du jeune, j'oublie son nom, qui est à la tête de ce pays. Très bien. Pour dire quoi? Pour dire que celui qui est venu le renverser, il a fait, c'était par coup d'État. Commandité par qui? Et soutenu par qui? Par non seulement la France, mais le doyen de l'Afrique de l'Ouest à l'époque en Côte d'Ivoire. Oui, il faut voir l'élite complice de la CDA. Très bien. C'est pour dire quoi donc? Pour dire que nous ne pouvons pas, lorsqu'on n'a pas encore tous les arguments, tout ce qu'on peut posséder comme véritablement force pour faire face. Je ne sais pas le président Paul Biya parce que le président de l'EDPC, non. Le temps qu'il a déjà mis là fait qu'il comprend tous ces gens. Maintenant, ce qu'il fait, les actes qu'il pose, vont aider la génération future. Dans la question donc sur des coups d'État, j'avais déjà commencé à parler de ça. C'est-à-dire que le Niger n'est même pas à son premier coup d'État. Exactement. Donc depuis qu'on fait des coups d'État là-bas, ce sont les militaires qui veulent changer. Ce sont ces militaires-là qui veulent faire quoi? À la fin, il y a toujours des coups d'État. Comment on fait maintenant donc pour éviter les coups d'État? Si celui qui a renversé X a dit que bon, pour le bien de la population, il veut faire telle ou telle chose, comment est-ce qu'on continue, on prospère dans les coups d'État dans ce pays? Ça veut donc dire que ces coups d'État ne sont pas véritablement des coups d'État des patriotes. Qu'on le veuille ou non, il y a toujours une face cachée qui effectivement est derrière ces coups d'État. Et là, ça nous cause, nous autres, un problème. Parce que si véritablement, dans ce pays, je crois qu'il y a eu deux présidents élus, démocratiques. Exactement. Le dernier qu'on vient de Mohamed Bazoum. Comment vous comprenez donc cette affaire? Ça veut dire que même les militaires qui viennent prendre le pouvoir dans ces conditions ont un problème. C'est pour ça que moi j'ai dit, c'est ma conviction à moi qu'il faille même libérer cette affaire de, peut-être pas de démocratie, mais cette affaire d'enlever les militaires dans leur caserne s'ils veulent faire la politique. Que ceux qui veulent faire la politique, en Afrique, on les laisse faire la politique. Mais ils ont les armes. Ils vont faire quel genre de politique avec les armes, Raphaël Ndoro? Bon, depuis donc, ils renversent avec les armes. Après, ils mettent quand même la veste, comme on a vu. Mais je voudrais vous rappeler, monsieur Ndoro, le président... S'il vous plaît, 30 secondes, s'il vous plaît. Le président Obiang-Nguema est un militaire. Il est militaire, bien évidemment. Le colonel Sissoko, en général même, Sissoko Ambalo, président de Guinée-Conakry, c'est un militaire. Sassou Nguesso est un militaire. Oui, nous sommes d'accord. Laissez-moi citer le président en exercice de l'Union africaine, le colonel Assoumani, président de l'île de Comores. Des îles de Comores. Des îles de Comores, il est militaire. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir par les armes, par la force. Donc vous voyez qu'en réalité, ces militaires-là ont pris des pouvoirs et d'autres sont devenus des civils. Et d'ailleurs, même vous rappelez simplement que la même souffrance, quand ils vont au marché, les prix ne sont pas différents. Ou bien les routes ne sont pas différentes.
Parce que le militaire n'emprunte pas une route bien goudronnée et les civils empruntent les routes cabossées. C'est les mêmes souffrances. Quand ils vont dans les hôpitaux, ils n'ont pas les mêmes médicaments. Donc, la situation est pour tout le monde. Enlever les militaires dans leur posture civile, c'est faire une grave erreur. Parce qu'ils souffrent de la même situation. Très bien. Mais la question donc, parce qu'il faut aussi dire que Feu Omar Bongo était militaire. Alors, on est d'accord que la même fois sur le service militaire peut venir changer la donne. Nous sommes d'accord. Thomas Sankara avait cette vision. Il y a beaucoup de panafricanistes qui s'inspirent de Thomas Sankara. Militaire. C'est-à-dire que ceux-là qui ont, c'est par là que je suis donc justement, ceux-là qui sont donc venus avec cette démocratie déguisée, avec cette fameuse Bible-là pour chercher à nous convaincre. Vous vous souvenez du discours du roi belge qui vous dit que non, allez minimiser ces gens-là, allez les embrouiller avec des prières et tout et tout. En réalité, quand quelqu'un a l'amour pour son pays et ses populations, l'UPC à l'époque avait demandé la réunification avant l'indépendance. Donc, vous comprenez que nous sommes peut-être pas dans l'impasse, mais ce qui est là, c'est que l'Afrique va sortir un jour de cette affaire-là. Et pour le cas du Niger, regardez ce que l'ultimatum de la CEDEAO et la riposte des pays voisins, Mali, Guinée et Burkina Faso. Ils ont dit, on n'est pas d'accord. Ma question, ou bien ma préoccupation, est-ce que nous ne pouvons pas, qu'on soit peu en Afrique, nos dirigeants, de par toutes les communautés qui existent, essayer au moins de parler d'une seule voix? Parce que qu'on le veut ou non, on va continuer à citer des idoles pour nous autres. Bien sûr, dictateurs. Et effectivement, l'hymne national, c'est quoi au Cameroun? L'hymne originel, c'était autrefois tu vécus dans la barbarie, mais peu à peu tu sors de la sauvagerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bon dictateur, guide, peut donner à la population ce qu'il veut, ce qu'elle veut autant pour moi, et puis maintenant, mettre tout le monde à sa place. C'est ce que Kadhafi faisait. Vous avez entendu M. Bisson citer Kadhafi. C'est pour autant donc dans l'Afrique là-bas, là, quand Sarkozy, pour le citer, est venu pour l'assassiner, qui est-ce qui a levé le petit doigt avec tous les projets qu'il avait? M. Fang a cité tout à l'heure, le Fonds monétaire africain, Banque de développement africain et la constitution de notre satellite en Afrique. Malheureusement, nous pensons que chacun doit protéger son petit pain, comme en Afrique de l'Ouest, pour ne pas citer au Sénégal. Vous avez l'actualité là-bas. Merci. Franchement, il faut peut-être que les présidents africains s'inspirent des anciens. Quand on parle de M. Paul Biya, on parle de M. Obiangema, on parle de tous ces anciens-là. On parle de 43 ans et 41 ans quand même. Hein. Oui, et puis les Sassou Nguesso qui ça fait à eux deux presque 25 présidents de certains pays. Était là avant, est revenu lui aussi, les anciens et les doyens. Il faut peut-être s'inspirer pour essayer de penser l'Afrique. Le sommet là, a été là, mais vous voyez qu'il y a le lien avec le deuxième sujet sur le Niger. Vous comprenez que là, l'Afrique doit dire trop, c'est trop. Merci. Abdounam, on a quand même, moi je suis un peu subjugué, hein, on fait l'apologie de la dictature et tout le monde, on est décomplexé, ça n'embête personne. Le deuxième sujet, qui son fondement du premier, exactement. D'une unité d'enseignement en sciences politiques et étudier régime et système politique. Parce qu'en réalité, les travaux des scientifiques ont été clairs là-dessus. Nous avons Aristote, Montesquieu et Raymond Aron qui ont travaillé sur la question. Mais pour éviter d'être davantage théorique, je vais revenir dans le sujet. Pour dire c'est quoi la démocratie, c'est quoi la dictature. La dictature et la démocratie, ce sont les systèmes politiques qui en réalité habillent le régime politique. Mais pour revenir à votre sujet, qui est ma foi très intéressante, coup d'État est-il la démocratie, c'est la dictature de la minorité sur la majorité? Et je vais vous dire, le point commun entre tous les systèmes politiques, c'est qu'il faut aller lire la loi des reins de l'oligarchie de Roberto Michels. C'est toujours une minorité qui dirige, que ce soit en dictature, en démocratie, ou en phallocratie, ou en aristocratie. C'est toujours une minorité qui dirige. Là n'est pas un débat.
On nous a éloignés. J'ai suivi mon copanéliste Jacques Bisson. pour dire qu'en réalité, que la démocratie, l'Afrique ne connaît pas la démocratie. Donc c'est un faux débat. Vous savez pourquoi? La notion de l'État est antérieure. L'État est une forme d'organisation récente parmi tant d'autres. L'État est une forme d'organisation parmi tant d'autres. Et l'État est très récente. Avant l'État, plusieurs autres formes d'organisation ont existé. À l'instant de la seigneurie, l'empire et le royaume. Et dans ces formes de société, la démocratie y existait. D'ailleurs, ça existe encore. Puisque certains pays africains, il y a encore des royaumes. Dans ces royaumes-là, la démocratie y existait. Donc la démocratie existe en Afrique. La question de fond, c'est de savoir, est-ce que la démocratie africaine est pratiquée? Non. Nous faisons face à une transposabilité. La transposabilité de la démocratie telle qu'elle se donne à voir ailleurs. On lit la démocratie en Afrique sur le prisme occidental, avec les lunettes occidentales. Oh, monsieur Nambélé, il faut atténuer. Il faut poser la question du point de vue anthropologique. Le rapport que l'homme africain a avec le pouvoir. Le pouvoir est perçu de thèse. La thèse théocratique du pouvoir. Thèse selon laquelle tout pouvoir vient de Dieu. Et en Afrique, nous sommes conscients et d'accord que tout pouvoir vient de Dieu. C'est la thèse théocratique. Du point de vue théocratique, allez lire, allez voir les royaumes. L'homme noir avec le pouvoir, il perçoit le pouvoir comme un patrimoine. Et c'est davantage la mort qui vient l'enlever. Comment est-ce qu'on ne peut pas, on évite un bon débat pour nous divertir? Est-ce qu'on ne peut pas adapter la démocratie à l'africaine? C'est-à-dire quoi? On ne peut pas dire que un chef d'État peut faire 20 ans comme ce qu'en Chine. Tu as 20 ans de règne et que tu quelqu'un d'autre prend. Pourquoi tu as fondé que mandat de 2 ans renouvelable 2 fois? Et les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Le candidat ou encore l'opposant qui conteste l'autorité de celui qui est au pouvoir, quand il est au pouvoir, il modifie la constitution. Suivez mon regard, la Côte d'Ivoire. Macky Sall voulait le Cameroun, parce qu'en 2008, la modification, le verrou constitutionnel a été levé. Exactement. Le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Sénégal qui était un cas récent. Comment est-ce que Macky Sall, qui a vécu dans l'opposition, a critiqué Ouad, mais arrive au pouvoir, il travaille bien, mais ils sont dans la poubelle pour la modification de la constitution. Et vous voyez le cynisme en politique, parce que la rigueur de Sanko, qui est un handicap pour son pouvoir, lorsqu'il a connu une pression populaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que sur le jour de la pression, je ne me présenterai plus. Vous voyez ce qu'il a fait? Le règlement des comptes en politique. Il dit que comme tu m'as fait perdre le 3e mandat, toi aussi tu ne seras pas présent. Éliminé politiquement. Tu seras plus présent. Voilà pourquoi c'est tout ce qui arrive à Sonko aujourd'hui. Mais la question de fond, c'est de savoir ce qui arrive au Mali, au Niger, au Burkina Faso. C'est la volonté populaire. Parce qu'il faut dissocier 2 choses en philosophie politique. Le peuple et la population. L'Afrique noire a davantage connu la population. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont les suivistes, qui en réalité sont détachés des réalités de leur pays. Aujourd'hui, on fait face à un peuple éveillé, conscient des vrais enjeux. Les dirigeants qui sont censés être des esclaves du peuple, par le passé, les dirigeants étaient des bourreaux du peuple. Les dirigeants sont censés aller dans la rue. Vous n'allez qu'à voir Traoré. Il est militaire, il va dans les sous-quartiers. Son rôle, c'est de veiller au bien-être de la population. Donc la question de coup d'État, ça me permet de poser à la typologie de coup d'État. On en a 2, 3 types. Parce que la question pose sur les modes de conquête du pouvoir. En sciences politiques, il y en a 2. Mode conventionnel et mode non conventionnel. Non conventionnel. Nous sommes dans le cas de l'approche non conventionnelle. Mais toutefois, c'est pas parce qu'on a dit que c'est non conventionnel qu'il n'y a pas de démocratie là-dedans. Attention. Si nous sommes d'accord, monsieur Nambélé, que tout pouvoir, la souveraineté appartient au peuple. Si le peuple se reconnaît au coup d'État, ça veut dire que c'est la volonté du peuple que l'armée a été entérinée. Damiba, par exemple, au Burkina Faso, lorsqu'il a fait son coup d'État, lorsque le peuple burkinabé ne se connaît pas en lui, quelques mois après, il a été déposé. Traoré a pris les règnes. Voilà comment le peuple suit Traoré. Donc il existe 3 types de coups d'État. Il existe 3 types de coups d'État. Le coup d'État constitutionnel. Modifier la constitution, c'est un coup d'État. Modifier la constitution, c'est un coup d'État. Mais un coup d'État constitutionnel. Il y a des chefs d'État qui en ont modifié la constitution. Et c'est le problème de l'Afrique. Et il ne faut pas les en vouloir. Parce que il faut considérer les chefs d'État comme des pères, comme des chefs. Et si on enlève un chef comment?
C'est la mort qui va davantage enlever le chef. En Afrique, ça te dit, c'est le rapport que l'homme noir, l'Africain, avec le pouvoir, c'est anthropologique. Pourtant, vous voulez détacher l'homme africain avec son approche anthropologique, c'est la réalité du terroir. C'est anormal. Deuxième type de coup d'État. C'est le coup d'État purement militaire, exclusivement militaire. C'est-à-dire quoi? Un groupe militaire décide de prendre le peuple en otage. Ça, c'est un coup d'État prohibé et contesté. Et le troisième? Et le troisième, c'est la volonté populaire. Le peuple se lève, on ne veut plus de vous. Et l'armée enterrée, comme c'est le cas au Burkina Faso, comme c'est le cas au Mali, comme c'est le cas au Niger. La preuve, lorsque le peuple qui détient la souveraineté, le pouvoir appartient au peuple, nous sommes d'accord, non? Exactement. Mais le peuple a décidé qu'on ne se reconnaît plus en toi. On enlève en toi notre souveraineté. Où est le mal en ça? Ce n'est pas la démocratie. Et dans la Grèce antique, c'est la démocratie directe. Parce que nous avons aujourd'hui la démocratie représentative. Ça veut dire que nous revenons à la meilleure orthodoxie de la démocratie. Le peuple descend dans la rue que nous ne voulons plus de toi. Et là, il n'y a même pas eu mot d'homme. Et je dis, le coup d'État au Niger, même un coup de fusil. Et on n'a pas suivi. Pour vous dire, et évitons ce fameux débat, ce faux débat-là. Faisons des analyses en nous appuyant sur nos réalités anthropologiques, sociologiques et historiques. En tout cas, Le Cameroun et bien d'autres pays africains, le coup d'État, on ne souhaite pas. On ne souhaite pas. Le coup d'État qui a pour vocation de paralyser le pays. Mais lorsque le peuple veut s'émanciper, et l'Afrique de l'Ouest est un exemple d'émancipation. Et figurez-vous, à l'époque de Sankara, ça ne prenait pas pourquoi? Parce que Sankara était seul dans son combat. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali est en train de faire tache d'huile. Le Mali a commencé. La Guinée-Conakry a suivi. Le Burkina Faso a suivi. Le Niger a dû suivre. What is next? Attention pour ce qui arrive dans voilà la bonne pays question. Ouais, vraiment, 30 secondes, André Christelle. En 30 secondes, je voudrais dire une chose qui semble un peu... Vous savez, George Bush avait dit aux États-Unis, George Bush père, avait dit « Je vais gouverner les États-Unis pendant 50 ans ». Et quand il l'a dit, lui-même était président, et il avait une vieille rancune contre Saddam Hussein. Et il a dit « Ok, dès que mon fils prend le pouvoir, la première des choses, c'est de faire la guerre à l'Irak et de tuer Saddam Hussein. » Et dès que Bush fils est arrivé, l'objectif c'était d'abord de tuer Saddam Hussein, donc de faire la guerre à l'Irak et tuer Saddam Hussein et le pendre en public. Parce que vous vous rappelez de cette guerre de Irak-États-Unis où les États-Unis ont perdu lamentablement face à l'Irak. Donc vous comprenez que cette démocratie, et d'ailleurs on a vu l'électricité s'est arrêtée en plein États-Unis lors du décomptage des voix entre Bush et Al Gore. Mon cher, s'il te plaît, pour ajouter quelque chose là-dessus. La démocratie est aussi le sacro-saint principe du respect des dispositions légales qui régissent et encadrent le rapport des hommes et des acteurs sur la scène internationale. Les États-Unis ont violé, n'a même pas, au mépris du droit international, Bien sûr. au mépris de l'ONU, a annexé l'Afghanistan. C'est tout. Donc vous voyez Il a tapé bombé le torse, annexé un pays, ça c'est la dictature. Merci, Abdoundane. Pour dire que, regardez, vous Moment, avez vu en 5 secondes, on doit des avancer. comptages des voix entre Al Gore et Bush fils. Oui. Il y a eu rupture, c'est-à-dire il y a eu l'électricité s'est arrêtée Momentanée. de manière momentanée. Finalement, il fallait reprendre le recomptage des voix. Et vous avez vu C'est ce qui s'est que passé les après. voix ont basculé. Donc Bush fils a finalement gagné les élections alors que Al Gore était largement en dessus. Voilà la démocratie. Mais comment Macron arrive au pouvoir, il faut le dire. Merci. On en parlera peut-être une autre fois. On a été très intéressant ce débat aujourd'hui sur la démocratie, même comme je suis que certaines personnes qui nous suivent peuvent Monsieur tomber de Lambouli, je mur. vous invite, je souhaiterais que vous mettiez sur la table une thématique d'envergure. Qu'on puisse débattre ce que la démocratie, la dictature. On en parlera, c'est très intéressant. on en parlera de ces jours. Et moi jusque-là, quand je vois quand même des personnes civilisées, politiciens, journalistes et chercheurs qui sont tous d'accord, il n'y a pas de démocratie en Afrique. Il faudrait vraiment qu'on en reparle un autre jour. Pour l'instant, je vais... J'ai dit qu'il y a la démocratie en Afrique. Hein. Merci, effectivement, c'est ça que je parle. Je souhaitais qu'on aille pas à côté, mais dans le cas, on a eu il y a 2 semaines, dans ce même plateau, entre guillemets, certaines personnes ont parlé d'une situation malencontreuse. D'autres sont allés jusqu'à vouloir parler de Pougilet. Ben non, c'était simplement le débat. Et pour avoir le cœur net, on a eu la chance de pouvoir aller faire un petit tour, même du côté de
cette fameuse forêt des bottes, puisqu'on en a parlé il y a 2 semaines. Et de ce côté-là, bien évidemment, on a eu la chance de tomber sur une réunion de présentation de ce fameux décret du 27 avril 2023, un décret qui a été présenté de ce côté-là donc à la population par les chefs des 2 cantons Dik Nyagat, j'espère que je prononce bien, et Dik Nanga, qui ont donc, avec la population, pu échanger autour de ce décret. Je vous propose de suivre d'abord une attitude du chef supérieur Lok Nanga. C'était lors de cet échange avec les populations des 2 cantons, suivant Sa Majesté Singai. C'est les PV de cette région. Maintenant, je vous le dis ici. Je dis que retenez que moi, de par mon éducation, je suis catholique. Le catholique ne bavarde pas. Et quand on est chef, on a la tête d'une communauté qui est liée par le sang. Et le sang, on ne le verse pas en public. Les affaires du sang ne se parlent pas en public. Nous sommes dans un clan, nous ne sommes pas dans un clan. La famille, le canton est un clan. Ce n'est pas un clan où on change de ça chaque année. On entre, on sort. Non, c'est un clan, on y reste. Parce qu'on ne gère pas une famille dans les réseaux sociaux. On ne gère pas une famille à la télé. Si vous avez un problème, ce n'est pas d'insulter quelqu'un que vous allez... Mais attendez. Si vous avez un problème, rapprochez-vous de votre frère. Demandez-lui que ne pas s'agiter. Peut-être quelque chose à distance. Vous construisez une imagination, mais venez voir la réalité. La réalité est que la piste que vous venez de voir, elle a été faite pour la première fois. Il y a 40 ans par un forestier, elle avait 4 mètres de large. 40 ans après, elle s'est amusée, elle est devenue une piste de 1 mètre. Nous sommes tous des bons, non? Et qui a commencé à l'aménager? Ce n'est pas vous et moi. On a réparé les ponts, on a débroussaillé, on a coupé les arbres pour que nous puissions passer. Lorsque le quartier Pierre est arrivé ici sur le Bassar, j'ai entrepris des démarches aidées par la communauté Linara, certains, et l'honorable Mott, pour que nous trouvions 7 millions afin que le quartier Pierre qui est sur le Bassar ici arrive chez nous. Quand le conducteur quartier Pierre arrive ici, il dit Majesté, votre village est du but. Nous parlons bien évidemment, et on a eu la chance d'avoir Sa Majesté Singai, qui est le chef du canton Lok Nanga, c'est donc Longkam, canton où c'est un des cantons, et puisqu'à côté il y a aussi Dik Nyakat, j'espère que je prononce bien, je le répète encore, où ce fameux projet de la forêt et botte. Je vous propose là maintenant qu'on parle véritablement de ce fameux décret du 27 avril 2023 et les impressions du chef Maître Singai, qui revient donc nous expliquer ses impressions. C'était juste après, effectivement, le tour du propriétaire. C'est le décret du 27 avril 2023 du Premier ministre signé sur haute instruction du chef de l'État. Cette nouvelle est une fête pour la communauté du canton d'Onanga que je représente. Je signale que nous sommes 13 chefs dans le canton d'Onanga. Et dans toute cette chefferie, ce n'est que la joie que nous exprimons aujourd'hui à l'endroit de son excellence, le président de la République, du Premier ministre et de toutes les âmes de bonne foi qui ont soutenu l'avènement de ce décret. Parce que ce décret nous permet, ce décret est un titre qui nous permet de reconquérir nos villages. Parce que ce décret demande que nos villages, nos anciens villages, soient identifiés. Et que le concessionnaire que l'État envoie vers nous facilite le retour de nos populations dans nos villages. Autrement dit, ce décret est un titre d'occupation, est un titre qui reconnaît l'état de nos villages et permet à chacun de nous de rentrer en toute quiétude dans son village. Nous n'avons plus besoin d'autre chose que nous organiser pour le retour. Alors surtout que lorsque nous avons tenu une réunion avec M. le préfet du camp, il était question que dans ce retour, tenu une réunion avec M. le préfet du camp,
il était question que dans ce retour, que toutes les administrations nous soutiennent. Nous remercions vraiment avec beaucoup de respect, avec beaucoup de dévouement, son excellence, monsieur le président de la République, le Premier ministre, qui sont à l'origine de ce décret. L'application de ce décret est simple. La fin de notre errance. Un Dignanga n'a plus raison, n'a plus de raison de dire je n'ai pas de village, je n'ai pas de terroir. Nous avons un titre, nous avons l'acte réglementaire, le plus grand acte réglementaire de la République, un décret qui nous ordonne, qui nous autorise à retourner sur nos terres. On n'attend pour rien. Nous avons donc eu certaines informations, il fallait toucher du doigt parce qu'il faut le dire, il y a 2 semaines, on a reçu beaucoup de coups de fil, certaines personnes qui voulaient avoir le cœur net après l'échange et le débat très houleux que nous avons eu sur ce plateau. Il fallait donc aller toucher véritablement du doigt et comprendre même quel est le fond de cette problématique de cette fameuse unité forestière d'aménagement du côté des Bottes. Et pour vous dire, véritablement, ils sont hyper contents et beaucoup même de ces populations de ce côté-là sont pour que cette fameuse UFA s'implante. Je vous propose en quelques secondes de suivre un riverain de Dignanga, c'est l'autre canton de l'autre côté, juste après Lomnanga. Nous disons grandement merci au chef de l'État d'avoir mûrement réfléchi avec ce décret qui nous vient comme un messie. Un décret qui vient, n'est-ce pas, désenclaver totalement le canton d'Obiakat, qui depuis pratiquement 1960, l'Omnion se retrouve un peu partout dans le monde, sauf chez lui. Alors avec ce retour dans les terres ancestrales de Banen, accompagné d'une exploitation, et à côté de cette exploitation, nous avons des zones à protéger. Vraiment, nous disons grandement merci au chef de l'État. Bon, en plus, n'est-ce pas, de ce décret au chef de l'État, nous avons toujours voulu qu'il y ait la paix. Dans notre arrondissement, nous voulons la paix et nous voulons également que ce décret vraiment doit être respecté par les uns et les autres, que l'État veille à ce que ce décret soit respecté par les uns et les autres, parce que jusqu'à présent, les gens commencent à tergiverser, alors que le chef de l'État a tranché. Alors nous disons donc clos vraiment à ce décret qui vient d'être... Que les gens ne s'agitent pas, donc nous voulons que ce décret, s'il faut qu'on demande encore, c'est que ce décret, d'une manière ou d'une autre, doit être respecté par toutes les autorités de ce pays, parce que c'est le chef de l'État qui a vraiment réfléchi pour trancher cela. Bon, en plus de ce décret, nous savons que l'exploitation forestière qui est là, il y aura un cahier de charges qui devrait, n'est-ce pas, être respecté. Et à travers ce cahier de charges, on sait qu'on a à l'intérieur de cette forêt des chefferies à construire, on a des écoles à faire, on a des hôpitaux à faire, on a des stades de football à faire, on a également des lieux de tourisme à faire. Donc c'est ça que nous souhaitons, à ce que l'État veille à ce que cela soit, ce qui pourra, n'est-ce pas, épanouir les populations plus que le chef de l'État a tranché, mais il a également veillé à ce que ces mesures ont été respectées. On espère donc que vous pourriez vous faire vous-même votre propre opinion de cette affaire qu'on a traitée dans cette émission, puisqu'il fallait bien qu'on ait prendre des éléments de compréhension et surtout venir vous présenter les choses vues et entendues sur le terrain. Raphaël Ndougou, peut-être la réalisation nous permet encore d'avoir peut-être 3 minutes. Vous souhaitez avoir une réaction à vous qui apparemment connaissez un peu bien cette affaire de forêt des Bottes. Raphaël Ndougou. Pas de forêt des Bottes, en fait, dans mon village, on dit si les tam-tams qui comptent avec les Bottes résonnent chez moi en Gomzap. Je voudrais donc dire ici que quelqu'un avait dit que s'il y a un problème qui va naître dans ce pays, c'est le problème foncier et l'exploitation forestière que vous avez vu. Parce qu'à un moment donné, il y a des Camerounais qui pensent qu'au moins on doit bénéficier de ce que Dieu nous a donné, à savoir ces arbres-là et ces terres. Quand les exploitants arrivent avec leur richesse, qu'au moins on laisse quand même les traces. Du coup, quand vous entendez les chefs, les riverains parler comme vous avez entendu là, que ceux qui amènent ces exploitations-là fassent très attention. Qui ne me donnent pas raison de croire à ce que M. Bisson disait, que même si on signe des accords, et que ces accords-là, avec les mêmes personnes, risquent de ne pas être des accords qui seront porteurs demain ou après-demain pour le Cameroun. Donc, qu'on fasse attention avec les questions foncières. Les vents de terrain, on n'est pas souvent loin. Vos caméras vont souvent filmer. Et cette exploitation, j'ai envie de dire, dictatoriale. C'est-à-dire que ceux qui viennent exploiter nos forêts viennent avec la dictature. Et ils passent par qui? Par nos autorités, parfois par nos élus.
que les gens fassent attention. Allez, merci à vous, Raphaël Ndongo. C'est fini donc pour cette autre livraison de votre émission Face à vous de ce 1er août 2023 sur votre chaîne Dash News. Et je vais dire merci à Abdou Ndam, chercheur politologue, pour effectivement l'honneur que vous nous avez accordé ce soir. Le plaisir est partagé. J'espère que ce n'est pas une dernière. Ah non, pas du tout. Ça ne peut même pas être une dernière. Merci à Jacques Bisson. Merci pour la première invitation et j'espère être là le plus tôt possible. Allez, et merci à vous, André-Christelle Fanga. C'est moi qui vous remercie. Et je voudrais rappeler que les gens ne partent pas sur le plateau en disant que les Blancs nous ont apporté la Bible. La Bible, elle était déjà africaine. Ah non, ça c'est un autre débat. Voilà. Vous savez Allez, pourquoi Raphaël, je l'ai dit. en même temps aussi, parce qu'il est aussi pasteur à ses heures perdues. Non, pas des heures perdues. Merci de m'appeler. Je suis toujours aimé lorsque vous m'invitez. Je vais toujours me battre à être là. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi Face à vous. On reviendra le mardi prochain pour être de nouveau Face à vous. Au revoir.